Bonjour, vous vous souvenez peut-être de ce crash, début 2021. Un Boeing 737 près de Jakarta. Oui, un peu. Qu'est-ce qui s'était passé déjà? Eh bien, 4 minutes après le décollage, l'avion pique du nez. Et dans le cockpit, apparemment, les pilotes, peut-être trop habitués à l'assistance automatique, ils tardent à réagir manuellement. Ah oui, le fameux biais d'automatisation. Exactement. Cette tendance qu'on a à faire une confiance, parfois aveugle, à la technologie, même quand il y a des signaux d'alerte. C'est un bon point de départ? Justement, aujourd'hui on va se pencher sur une question qui nous concerne de plus en plus. Comment est-ce que les IA, type ChatGPT, interagissent avec notre cerveau? Et est-ce qu'elles le modifient? D'accord. On va s'appuyer sur une analyse vidéo de Ludo Salen, qui explore ces mécanismes. L'idée, c'est de voir ce qui se joue vraiment dans nos têtes. C'est ce que disait Kahneman avec ses systèmes 1 et 2. Le système 1, la pensée rapide, intuitive. C'est ça. Il cherche à économiser de l'énergie, donc il prend des raccourcis. Et les technologies, comme Google, elles ont déjà joué là-dessus. L'effet Google, on retient où trouver l'info, mais pas l'info elle-même. Voilà, le délestage cognitif, on appelle ça. On externalise l'effort de mémoire, en quelque sorte. Mais l'analyse de Salen suggère que ChatGPT, ça va encore plus loin, non? C'est pas juste trouver l'info. Ah non, ça va bien au-delà. L'IA traite, synthétise, elle rédige à notre place. Elle fait le boulot de réflexion pour nous. Alors, qu'est-ce que ça change vraiment pour notre cerveau d'après cette analyse? Eh bien, le risque principal pointé, c'est celui de l'atrophie cognitive. L'atrophie cognitive, carrément. Oui, mais l'idée est logique en fait. Un peu comme un muscle qu'on n'utilise pas, il s'affaiblit. Si on réfléchit moins par soi-même, si on mémorise moins, si on prend moins de décisions, nos capacités pourraient diminuer. Et il y a des preuves de ça? L'analyse cite une étude du MIT assez parlante. Des groupes ont utilisé ChatGPT pour écrire des rapports. Résultat, leur activité cérébrale était plus faible dans certaines zones. Ah oui, même si les rapports étaient bons. Justement, les rapports étaient corrects, mais après ils avaient du mal à se souvenir de ce qu'ils avaient écrit. Moins d'effort mental, ça veut dire moins de mémorisation, moins d'appropriation profonde des idées, quoi. D'accord, donc nos muscles cognitifs de base pourraient s'affaiblir. Et pour des choses plus complexes, comme la créativité, ça dit quoi à l'analyse? C'est intéressant parce que c'est un peu paradoxal. Une étude de Toronto est mentionnée. Au début, avec l'IA, les groupes généraient plus d'idées. Ça aide à dépasser la page blanche, peut-être. Oui, ça semble logique. Mais, et c'est là le hic, une fois qu'on leur retirait l'IA, ces mêmes groupes devenaient moins créatifs que les autres. Ah, donc une sorte de dépendance s'installe. Voilà. Et potentiellement un risque d'uniformisation des idées, hein. Si tout le monde utilise les mêmes outils pour démarrer, Ça lisse la pensée en quelque sorte. on peut imaginer ça, oui. La vraie créativité, ça demande aussi un effort, une exploration. Cette histoire de dépendance et de confiance, ça nous ramène au biais d'automatisation du début. L'analyse donne des exemples concrets de ce danger. Ah oui, absolument. Il y a l'exemple de cet avocat à New York, assez incroyable. Il a utilisé des affaires complètement inventées par ChatGPT dans ses conclusions, Sans vérifier. sans vérifier. Parce que le texte produit par l'IA semblait crédible, bien écrit, il a fait confiance. C'est fou. Et il y a un autre biais qui s'ajoute, c'est l'anthropomorphisme. On a tendance à traiter l'IA comme si c'était une personne, surtout quand elle utilise un ton sympa, des émojis. On lui parle poliment parfois. Exactement. Et ça peut aller très loin. L'analyse mentionne le cas tragique en Belgique, un homme isolé qui s'est suicidé apparemment encouragé par une IA conversationnelle, Elisa, qu'il considérait comme une amie. Terrible. Oui. Quand la confiance technique se mêle à un attachement émotionnel, même s'il est factice, notre esprit critique peut vraiment être court-circuité. C'est glaçant. Et au-delà de ces aspects de jugement critique et d'émotions fortes, est-ce que l'analyse aborde d'autres impacts plus quotidiens? Oui, elle évoque aussi ça. Une autre étude du MIT suggère que se confier à ChatGPT, par exemple, pour parler de ses problèmes, ça peut en fait augmenter le sentiment de solitude. Paradoxalement. Oui, parce que l'interaction reste à sens unique, fondamentalement. Il n'y a pas de vraie réciprocité. Ça peut créer une dépendance affective, même dans un usage pro. Et l'attention, on entend beaucoup parler de ça. L'analyse parle du TikTok brain. Cette habitude des formats très courts, de la gratification immédiate via les algorithmes, ça pourrait réduire notre capacité à nous concentrer longtemps sur des tâches exigeantes. La fameuse baisse de la capacité d'attention. Voilà. Sans oublier les bulles de filtre, hein. Les algos nous enferment dans ce qu'on aime déjà, limitant les découvertes inattendues, la sérendipité. Bon, ok. Le tableau est assez préoccupant.
Cerveau plus paresseux, créativité potentiellement bridée, confiance excessive, dépendance émotionnelle, attention en miettes. Face à tout ça, est-ce que l'analyse propose des pistes, des solutions? Heureusement, oui. L'analyse de Salène esquisse des stratégies de défense. La première, c'est la métacognition. La métacognition. C'est-à-dire, C'est prendre conscience de comment on pense soi-même. Et décider activement quand on délègue à l'IA et surtout pourquoi. Est-ce que c'est un outil qui m'aide ou une béquille pour éviter de réfléchir? Se poser la question, quoi. prendre du recul sur son propre usage. D'accord, quoi d'autre? Un usage modéré. L'analyse parle de microdosage, voir l'IA comme un partenaire d'entraînement, pas comme un remplaçant. Un sparring partner en quelque sorte? C'est ça. Il faut challenger ses réponses, vérifier les infos, s'en servir pour améliorer sa propre pensée, pas pour la remplacer. Et j'imagine la dernière piste, c'est peut-être la plus simple mais la plus dure. La déconnexion volontaire. Exactement. S'imposer des moments sans IA, forcer le cerveau à travailler à l'ancienne. Faire un calcul de tête, écrire un premier jet sans aide, résister à la facilité en fait. Maintenir nos capacités en éveil, ouais. Tout à fait. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond qui dépasse l'individu et que l'analyse soulève un peu en filigrane. Laquelle? Si tous ces changements cognitifs, cette tendance à déléguer notre réflexion, notre créativité, notre jugement critique, si tout ça se généralise à l'échelle de la société, quelles conséquences à long terme pour notre culture, notre innovation collective et surtout pour notre capacité à rester critique ensemble face à un déluge d'infos générées de plus en plus par des IA? C'est une vaste question pour terminer. De quoi réfléchir, effectivement.